Allez, ça connecte. Ça connecte, ça connecte. Yes! Ça y est! Elle est là! Coucou! Coucou! Ça va? Alors, ça va? Tu m'entends bien? Oui, super. Je vais Ok. juste augmenter un petit peu le son de mon téléphone. Moi, je t'entends bien, je te vois bien. Est-ce que vous, de votre côté, vous nous voyez bien? Je crois qu'il y a un petit décalage entre le moment où on parle et le moment où ça commente. Mais oui, voilà, apparemment, c'est bon. Bon! Les badass sont dans la place. Bon, la technologie, c'est pas encore ça, mais le reste, ça va aller. Non, mais c'est bon, c'est parfait. Regarde, on y est arrivé. C'est Voilà. nickel. C'est nickel, super. Bon, on nous dit impeccable, c'est super cool. Bon, alors c'est un super moment. Ça fait un moment qu'on en parle. Ça fait Ouais. quelques jours, quelques semaines, bien 15 jours qu'on discute de ça et qu'on se dit bon, il va falloir qu'on fasse un truc ensemble. Hum. Euh, alors, ce qu'on pourrait peut-être faire avant de commencer, donc bon, on va présenter peut-être un petit peu la thématique, mais tout le monde a compris qu'on allait parler de cet archétype de la prostituée sacrée. On a pas mal partagé toutes les deux sur nos comptes respectifs des choses qui gravitent autour de cette thématique-là. Et voilà, ça fait quelques semaines qu'on discute beaucoup en off toutes les deux et qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment beaucoup de choses à partager et à mettre en commun. Donc ça nous a donné envie voilà, de faire ce live pour commencer, parce qu'il y aura d'autres trucs. Hum. Est-ce que tu pourrais te présenter, Iria, en quelques mots, nous dire un peu voilà, qui tu es, ce que tu fais? Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui est là sur ce live et qui doit te connaître, mais notamment autour de l'oracle de la déesse sombre. Mais est-ce que tu peux quand même, voilà, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, quelle honte! Bon, alors pour les personnes qui me connaissent pas du tout, donc moi je m'appelle Iriadel, donc je suis auteure de l'oracle de la déesse sombre et puis j'ai plusieurs autres projets qui arrivent, notamment très reliés à ce dont on va parler aujourd'hui, un peu comme toi d'ailleurs. Mm. J'ai également une chaîne et un compte sur Instagram qui s'appelle Occulte, O comme les os, E-A-U-X. Et donc, j'y partage beaucoup de choses en rapport avec ma spiritualité. Moi, je me définis comme sorcière, je me définis comme cartomancienne et également comme alchimiste. Donc, on va dire que c'est les composantes essentielles de mon univers. Et je travaille beaucoup avec les divinités et ma déesse patronne, c'est Lilith. Donc, on va beaucoup développer ça aujourd'hui. Donc, mon prochain projet qui va sortir, c'est un bouquin sur Aphrodite. Donc, je travaille aussi beaucoup avec Aphrodite. Et en fait, il y a un point commun avec ces deux déesses-là, c'est qu'elles rejoignent justement l'archétype de la prostituée sacrée. Donc, c'est un truc assez central euh, par rapport à ma pratique de sorcière, par rapport à, même au-delà de ma pratique, par rapport à ce que je suis, tout simplement. Et ça colore beaucoup aussi mes écrits. Donc, même dans l'oracle de la déesse sombre, il y a certaines cartes qui vont transpirer en fait cette essence-là. Mm. Ok, oui, parce que c'est vrai que au-delà de ce que tu peux faire et proposer, en fait, tout ça, ce n'est qu'une émanation de ce que tu es profondément. Donc, c'est pas simplement, enfin, c'est pas une transmission désincarnée, c'est aussi quelque chose qui résulte d'un parcours, Mm. voilà, d'un cheminement qui t'est propre. Et c'est là aussi qu'on se rejoint beaucoup toutes les deux, c'est que cet archétype-là, alors on a eu on a emprunté des voies différentes, mais Mm. cet archétype de la prostituée sacrée, c'est quelque chose qui nous rassemble. Toi, à travers Lilith et Aphrodite, moi, je connais un peu Lilith, mais bien moins bien que toi, et Aphrodite que j'ai côtoyé aussi. Mais voilà, moi, pour ma part, c'est plus à travers la figure de Marie-Madeleine que j'ai connecté cet archétype-là. Donc, au fur et à mesure de nos discussions et de nos échanges à toutes les deux, bon, on a eu aussi la joie de se rencontrer au moment
de la sortie de ton oracle à Toulouse en octobre dernier à la Galerie La Papesse chez Agi, que je salue et que j'embrasse bien fort. Donc c'était vraiment un chouette moment. On a eu l'occasion de discuter un peu, mais voilà, c'est vraiment ces dernières semaines où on a senti toutes les deux qu'il se passait un truc. Il y a eu un enclenchement, Oui, comme deux trucs qui se tournaient autour, et puis là, d'un seul coup, clac! c'est ça. Il y a eu une accroche. Et c'est vrai que nos partages étaient très, très en résonance. Bon, on a fini par comprendre pourquoi, mais disons que voilà, il y a eu plein de synchronicités qui nous ont fait comme ça nous rapprocher l'une vers l'autre. Et même si on a emprunté des voies différentes, il y a une grosse, grosse convergence qui se met en place et qui fait qu'on a eu envie de partager un peu avec vous autour de ça, parce qu'on a senti qu'il y avait quand même un écho, en fait, autour de cet archétype. Quelque chose qui même nous dépassait individuellement. Ouais. Mais alors, pour recontextualiser un petit peu, du coup, le propos de ce live et de ce qui tourne autour de cette prostituée sacrée, c'est que on a vraiment senti l'une comme l'autre que dans tout ce qui se passait actuellement sur le plan collectif et individuel, bien, il y avait l'émergence de tout un tas de mécanismes de relationnels autour du masculin et du féminin et qui gravitaient autour de ces archétypes-là, de ces archétypes de la prostituée. Moi, j'ai parlé du profanateur, tu as parlé de vampirisme sacré. Et tout ça nous paraît être d'une actualité brûlante, autant au plan collectif qu'au plan personnel et individuel. Oui, je pense qu'il y a besoin de réhabiliter aussi ce terme-là. Moi, j'avais pas mal partagé ce que tu avais écrit et puis les lives que tu avais fait. Et tu avais parlé, tu avais évoqué Lilith lors d'un de tes lives. Et moi, les personnes qui me suivent et qui ont vu tes lives m'ont beaucoup contacté pour me dire et qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'elle a parlé de Lilith, elle a parlé de ça. Et puis, habituellement, on ne fait pas trop le lien. Et en fait, moi, à ce moment-là, je me suis dit, bah si, il y a un lien évident. Et c'est drôle parce que les gens viennent me chercher pour essayer de l'évoquer. Donc, il y a vraiment un fil à retendre. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori très négatifs, que ce soit sur Lilith, sur le thème de prostituée sacré. Déjà, ça semble complètement antinomique de faire ces deux trucs-là ensemble. Ouais. Et puis aussi, en plus, moi, j'amène une réponse à quelque chose qui est généré par la prostituée sacrée, qui est la prédation. J'apporte une réponse qui est quelque chose d'assez agressif, qui est le vampirisme sacré. Alors là, les gens, d'un seul coup, ils sont complètement paumés parce que ça fait en fait beaucoup de choses qui sont a priori négatives, alors que derrière, il y a une opportunité de pouvoir se connecter à sa véritable lumière, à son véritable pouvoir, notamment le pouvoir du féminin. Et derrière, de ne pas en fait se faire bouffer ce pouvoir. Parce que c'est bien beau de dire reprenez votre pouvoir féminin. Si on se reconnecte à ce pouvoir de la prostituée sacrée, qui est un archétype hyper puissant et hyper en lien avec que ce soit son corps, son physique ou avec l'invisible, elle fait vraiment ce pont assez formidable entre les deux. Super, on va se reconnecter à ça. Mais forcément, ça va attirer aussi des convoitises et ça va attirer cette fameuse prédation parce qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Non. Et donc, en fait, la prostituée sacrée, elle va main dans la main dans mon cheminement avec la vampire sacrée, qui est celle qui défend son pouvoir, en fait, et qui ne se le fait pas totalement prendre et qui aussi a des clés, en fait, pour distribuer ce pouvoir aussi aux autres. Parce que c'est pas juste un pouvoir qu'on garde jalousement. On n'a pas envie de le distribuer aux mauvaises personnes, mais on a envie de le partager aux personnes qui sauront en faire un levier de réalisation et de connexion au divin, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que
je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, déjà au sujet des a priori très négatifs qu'il peut y avoir autour du terme de prostituée sacrée, qui sont des termes a priori antinomiques, où il y a déjà un gros boulot de réhabilitation autour de cet archétype-là, et qui est quand même profondément inscrit dans la psyché féminine, mais associé à voilà, des corollaires qui sont celui de la garce, de la pute, de la salope, et j'en passe. Et du coup, il y a quelque chose derrière tout ça qui est très sulfureux, parce que je pense que pour beaucoup de femmes, le fait de se réapproprier cet archétype-là, ça sent le soufre, et on n'ose pas y aller parce qu'on a vraiment peur de soulever un couvercle d'une marmite où on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, et on ne sait pas ce qui va nous sauter à la figure, en fait. Et c'est vrai parce que quand on ouvre cette boîte-là, comme tu l'as très bien dit, on se reconnecte à quelque chose de très profond, mais on ouvre la porte aussi à ces convoitises, à cette prédation qui va se manifester dans l'invisible, mais aussi dans le visible, dans le relationnel, dans les jeux de pouvoir qui vont se mettre en place entre les êtres humains, entre les hommes et les femmes notamment. Et c'est tout ça aussi qui nous a poussé, parce qu'on a beaucoup échangé là-dessus, toi et moi, et on s'est rendu compte qu'on avait des résonances et des points d'accroche sur des expériences qui nous ont malmenés l'une et l'autre. Et moi, j'ai trouvé particulièrement révolutionnaire et intéressant ton point de vue et ce que tu apportes comme réponse, ce que tu exprimes autour du vampirisme sacré. Et quand tu m'as exposé ça au téléphone, quand on en a parlé, mais je me suis sentie, je me suis dit, oh my God, mais de quoi elle parle? Mais c'est ça, mais c'est tellement ça. Et ça, j'ai vraiment envie que tu puisses nous en dire un petit peu plus. Alors peut-être que pour reprendre un peu les choses du début, tu pourrais nous dire, toi, à travers Lilith notamment, ton cheminement, comment tu as connecté cette prostituée sacrée, et qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Moi, en fait, c'est Lilith qui est venue à moi. Moi, de toute façon, tout mon rapport au divin, je suis jamais allée de façon motivée taper à la porte d'une divinité. Ça m'est toujours tombé dessus, en fait, de façon très, j'ai presque envie de dire spectaculaire. Alors Lilith, ça a été très effrayant parce que ça a été vraiment un appel très fort, très... tu vois, je voyais une dame voilée de noir au pied de mon lit à 6h du mat, tous les jours, 6h00. Et je la voyais les yeux ouverts, tu vois, genre réveil, paf, une femme voilée de noir qui vient me chercher, quoi. Et donc, en fait, moi, mon appel, ça a été un vrai coup de matraque sur la tronche pour me dire que tu as quelque chose à faire, quoi. Et donc, ça a été Lilith, et puis elle a ouvert la porte à tout. Elle m'a approchée avec toute son essence. Donc, ça a été très compliqué au début de trier tout ce qu'est Lilith. C'est trop gros. Donc, cet archétype de la prostituée sacrée, il n'est pas venu tout de suite. Oui. Au début, j'ai plus connecté avec cette divinité qui est venue me chercher et qui se présentait plus comme un reflet de moi quelque part. J'avais l'impression que c'était moi en version divine ou en version parfaite parce que je me reconnaissais tellement dans son essence en fait. J'avais l'impression de quelque chose de familier que j'avais toujours connu. Et je me suis rendu compte après en reconnectant les points parce elle m'est apparue, c'était vers la fin de la vingtaine. Et je me suis rendu compte en connectant les points qu'elle avait toujours été là et que même des fois elle m'était apparue mais sous différentes formes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait toujours été avec moi et que quelque part j'avais toujours été dans les pas de Lilith, quoi. C'était une initiation qui avait commencé avant que je le sache. Et le c'est moment souvent où comme ça. Mais c'est ça. Et donc, c'est elle qui m'a connectée à toutes les autres. Et elle m'a connectée aussi au masculin. C'est ça qui est intéressant, c'est que les premiers dieux qui m'ont approchée grâce à Lilith. Donc, c'est vraiment elle le fil rouge. Et en fait, c'est très drôle parce que toi, tu es très liée à Marie-Madeleine. Et je me souviens que la première fois où j'ai entendu ce terme de prostituée sacrée,
je suis tombée dessus par l'intermédiaire de Marie-Madeleine. Je regardais une vidéo d'une sorcière chrétienne qui me fait mourir de rire. C'est une américaine. Elle s'appelle Valérie Love. Et elle est à fond avec Marie-Madeleine, avec tous les archétypes chrétiens, mais en même temps, elle ne s'inscrit pas dans la religion. Donc, ce qui est super avec elle, c'est qu'elle emmerde tout le monde. Elle emmerde la religion, elle emmerde les sorcières parce qu'elle a le côté chrétien. Enfin, bon, du coup, c'est une espèce de rebelle inclassable. Et elle a fait une vidéo un jour où elle parlait de Marie-Madeleine et elle disait, elle a plongé ses yeux dans la caméra, elle a dit, c'est à toi que je parle. Et là, je sais pas, il y a un truc qui s'est fait en moi. Et je me suis dit, oh là, c'est bizarre, je sens un truc super bizarre là. Elle disait, toi, la Marie-Madeleine, la Isis, la Lilith, la machin. Et elle sort tous les noms de la lignée. Aphrodite, toutes ces déesses-là qui représentent la prostituée sacrée, qui représentent ce lien à la déesse, l'initiatrice. Et elle dit, c'est à toi que je parle. Tu sais que t'en fais partie. Et là, elle s'est mise à dégager un truc. Je me suis dit, c'est comme un trou de lapin. C'est comme s'il fallait que j'aille chercher c'est quoi ce truc de la prostituée sacrée. Et alors, sinon, ça serait intéressant, parce que je vois passer quand même quelques questions. On nous demande de redéfinir cet archétype de la prostituée sacrée. Ouais. Alors, justement, comment toi, t'es allé picorer les petits cailloux et comprendre c'est quoi, c'est qui, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est ça. Alors moi, par l'intermédiaire de Lilith, en cherchant sur la prostituée sacrée, j'ai trouvé que Lilith était la main d'Inanna. Donc en Mésopotamie, la déesse suprême, déesse de l'amour et de la guerre, parce qu'avant, on ne séparait pas encore ces deux notions-là. Elles étaient toutes les deux interreliées. Donc cette déesse à la fois céleste et très terrestre, en même temps très rattachée à la terre, avait ce qu'on appelle des mains. Donc ce qu'on entend par la main de la déesse, c'est le pont entre le ciel et la terre, donc celle qui est la prêtresse de cette énergie divine. Et donc Lilith était une main d'Inanna. Donc ça veut dire qu'elle était le pont entre cette déesse suprême, cette déesse de l'amour, et les humains, en fait. Donc elle faisait passer cette énergie. Et Lilith, pour les personnes qui ne connaissent pas bien cette déesse, c'était la première femme avant Ève, en fait, l'égale parfaite de Adam. Donc, elle n'a pas été tirée de la côte, c'est celle qui a été créée exactement à l'identique que Adam, avec, on va dire, le même pouvoir que lui. Donc, elle n'avait pas ce rapport de soumission comme l'avait Ève. Et donc, pour moi, Lilith, en fait, en faisant ce pont avec cette notion de main de la déesse, de main d'Inanna, j'ai compris que la prostituée sacrée, ça n'était pas... Il fallait se détacher, en fait, du terme prostituée tel qu'on le conçoit aujourd'hui, qu'il fallait le considérer comme il était considéré à l'époque, et donc d'être l'incarnation terrestre d'un concept divin et de le faire passer à travers soi, à travers son corps. D'être canal, en fait. Exactement. Voilà. En fait, c'est presque la définition parfaite d'une prêtresse. Et bien sûr, à travers cet archétype de la prostituée sacrée, il y a un rôle qui est sexuel. Voilà. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut beaucoup dépolluer parce que on va dire, attends, donc c'est une prêtresse sexuelle. Qu'est-ce que ça vient apporter What the fuck, comme on dit. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, moi, je l'ai mieux compris, ce truc-là. C'est drôle parce que petit à petit, il y a Aphrodite qui est venue s'en mêler. Et Aphrodite, quand elle m'est apparue, tout comme Astarté aussi, on va dire, ma lignée à moi, personnelle, c'est Lilith, Aphrodite, Astarté. Et Astarté, c'est une sorte de pendant d'Inanna, elle lui ressemble beaucoup. C'est cette déesse aussi très ancienne qui représente l'amour et la guerre. Aphrodite, je pense que tout le monde la connaît plus ou moins, qui représente l'amour. Et Lilith, qui est cette première femme. Donc elles avaient toutes en fait cet aspect féminin divin à bloc.
avec un aspect très sexuel et en même temps avec un rapport très fort avec quand même un côté dark, un côté sombre, un lien avec la guerre. Alors Aphrodite, on la voit souvent comme une gentille, un peu, même peut-être un peu évanescente, un peu légère. Oui, un peu plus paillettes. Voilà, Ah, froufrou. oui, Alors que pas du tout, dans le genre qui fout le bazar, il faut quand même regarder un peu sa mythologie. la mythologie, oui. Ouais. C'est assez terrible quand même le foutoir qu'elle laisse derrière elle. Et puis c'est celle qui a une histoire de passion fulgurante avec la guerre, avec Arès. Mm. Et tous les hommes avec qui elle va avoir des histoires très fortes, ce ne sont que des hommes, entre guillemets, qui portent une violence. Ce sont des chasseurs, des forgerons d'armes. Enfin, donc elle porte ça en elle aussi, ce côté qui va... c'est elle qui provoque la guerre de Troie quand même indirectement. Donc il y a quand même ce double aspect. Et donc tout ça, c'est incorporé dans la prostituée sacrée. Et moi, quand elles me sont apparues ensuite, donc Aphrodite et Astarté, elles ont mis en avant le côté danseuse. Donc elles étaient la danseuse. Et donc, c'était pour me faire comprendre ce que c'était que cette prostituée sacrée. Une fois qu'on m'a mis ça dans le tuyau, il y avait un côté, j'ai besoin de comprendre ce que c'est. Et moi, j'ai toujours adoré danser. J'ai toujours été beaucoup, en fait, aussi dans une frustration de ne pas comprendre que quand je dansais, euh, tu sais, surtout quand j'étais plus jeune, que j'allais en boîte, que je dansais, il y avait toujours un gros relou, tu sais, qui venait se jeter sur moi. Oui. Le gros relou. Le gros relou. Et en fait, moi, je comprenais que la danseuse, la prostituée sacrée, je l'incarnais déjà. Et aussi avec son côté ombre. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien, c'était danser un peu en hauteur, tu sais, où on n'allait pas me toucher. Et j'allais passer un truc à travers ma danse, en fait. Et je voulais juste danser, je voulais juste faire l'amour avec un truc qu'on ne pouvait pas voir, en fait. Mm. Et en fait, j'ai réussi à connecter ce que c'était que la prostituée sacrée grâce à cette image-là. En fait, ce rôle qu'elle a, c'est une sublimation. C'est pour moi faire monter l'énergie, qui est l'énergie du désir. C'est beaucoup plus important que de l'assouvir, en fait. Exactement. Et c'est donc son aujourd'hui, on comprend pas parce qu'on est dans une société qui veut assouvir, qui veut posséder. D'où le gros relou, tu sais, qui se dit, C'est ça. Je veux, elle est à moi, je la veux. Et du coup, je pense que cet archétype-là, il nous reconnecte juste à cette sublimation et au fait de faire passer le message à travers notre corps et de pas, comment dire, pas essayer d'enfermer la flamme qu'on fait passer. Parce qu'à ce moment-là, on en avait parlé ensemble, tu avais dit que c'était une énergie nucléaire. Mm. Et ça m'a fait bondir parce que j'ai mis ce terme exact dans mon bouquin sur Aphrodite. C'est une énergie nucléaire en fait. Et Oui. si on essaye de le contenir, C'est là que c'est en fait, potentiellement dangereux, explosif, ouais. bien sûr. Parce que si on n'a pas soit une flamme équivalente à ça, soit on va souffler dessus, essayer de l'éteindre, parce que ça devient un désir dévalorisant pour soi. Ou alors, on va s'en prendre plein la tête, ça va être trop, et on va se brûler, quoi. Donc en fait, il y a cette difficulté aussi de comprendre l'énergie contenue dans cette prostituée sacrée et de pouvoir La maîtriser, la canaliser. ouais, et puis la laisser vivre aussi. Et puis, pas essayer de la posséder, la laisser aussi nous traverser et recevoir son message et le faire passer à travers soi, quoi. Et donc, aujourd'hui, dans notre société qui veut absolument toucher, mais pour contrôler, tu sais. On veut pas toucher pour se laisser toucher soi, on veut toucher pour contrôler, Pour posséder. assouvir. Exactement. C'est un archétype qui devient compliqué parce que ça va être attaché à plein d'ombres, notamment, tu sais, le terme de l'allumeuse. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est celle qui allume la flamme divine en elle et en nous. Ouais. Elle n'a pas envie du gros relou qui vient tu vois, lui éteindre sa flamme ou Ou vouloir la garder pour lui.
Ouais, ouais, ouais. Ah, exactement. Et elle a envie d'allumer la flamme chez tout le monde. Donc c'est une allumeuse sacrée en quelque sorte. Mais sauf que c'est tellement... aujourd'hui, en fait, si tu viens allumer quelque chose, surtout de sexuel chez les autres, et que tu n'assouvis pas cette chose-là chez l'autre, tu es attaché à tout un tas de noms d'oiseaux et on va dire, tu es mis au banc, quoi. Oui, c'est ça, et c'est là qu'intervient toutes les entreprises de diabolisation. Alors, la prostituée sacrée, c'est devenu, oui, la diabolique, la répudiée, la Mm, bafouée. Alors moi, c'est plus ce que j'ai connecté après à travers... Alors Lilith, ça a été le cas, hein, puisqu'elle a mm, été diabolisée, la première succube, etc. Mais moi, à travers Marie-Madeleine, c'est ce aussi que c'est ce que j'ai traversé, c'est ce que j'ai compris à travers le fait qu'elle a été écartée du dogme religieux par les pères de l'Église, qu'elle a été considérée donc comme, au sens littéral du terme, comme une pute, comme une mm, prostituée, sans le terme sacré derrière mm. puisque c'était, voilà, ça je l'ai déjà partagé plusieurs fois, donc une initiée de haut rang, c'est une prêtresse tantrique, donc elle connaissait cette maîtrise des énergies sexuelles et comment être le canal de ces énergies, comment les faire monter, etc. Mais après, c'est devenu, voilà, la répudier, le féminin bafoué, toutes ces blessures finalement que les femmes ont traînées dans leur valise psychique collective et qui font qu'aujourd'hui, c'est potentiellement compliqué pour les femmes de faire le chemin inverse et de revenir à cette puissance-là sans avoir peur justement de se brûler, d'auto-combustionner ou de... Voilà, donc ça c'est vrai que c'est tout un cheminement. On nous demande aussi quel est le lien qu'on fait avec Hécate. Alors, toi qui connais bien cette déesse-là, qu'est-ce que tu pourrais établir comme lien avec la PS? Bah moi, Kat, en fait, je travaille beaucoup avec elle pour justement cette notion, on parlait de pont entre le divin et le terrestre. Et Kat, pour moi, c'est une déesse qui ouvre tous les chemins. Donc, elle va être beaucoup moins incarnée qu'une Lilith, par exemple, qu'on peut considérer comme la première femme. Alors, bien sûr, pas au sens où nous, on est humain, mais on va dire que c'est une sorte d'intermédiaire entre ce qui était très, très divin et ce qui aujourd'hui est très, très terrestre. Lilith, je la situerais dans quelque chose d'un peu intermédiaire qu'on peut un petit peu plus toucher. Et Kat, c'est une fille des titans, donc c'est une énergie très, très ancienne et qui va plus euh, nous ouvrir des portes, en fait. C'est vraiment l'ouvreuse de portes, c'est l'alchimiste. C'est celle qui va nous aider à ouvrir les portes en nous et les portes à l'extérieur de nous. C'est celle qui se trouve à la croisée des chemins. Ouais. C'est celle qui porte les clés. Elle porte aussi la sagesse du serpent. On la représente beaucoup avec le serpent qu'elle partage aussi avec des déesses comme Lilith. Mm. Donc elle a en fait cette sagesse de l'ouverture. Et le serpent, c'est aussi lié à la Kundalini, Bien à sûr. cette énergie sexuelle. Et l'énergie sexuelle, ça ouvre sur le divin. Mm. Quand on connecte en fait le corps et l'esprit. On a en fait, le serpent en nous connecte les deux et fait ce pont parfait entre les deux. Et donc, Hécate, je dirais que c'est une accompagnatrice dans ce cheminement. Et elle peut faire ce pont, en fait, elle peut nous accompagner et ouvrir toutes les portes en fait entre notre terrestre et notre divin. Et c'est celle qui va nous permettre aussi de faire ce pont dont tu parles beaucoup entre le sexe et le cœur. Elle va nous aider en fait à ouvrir et à connecter.
Et moi, c'est un travail que je fais beaucoup avec elle parce que elle va vraiment trancher aussi ce qui nous déconnecte. C'est-à-dire que c'est bien beau dire qu'il faut ouvrir, mais on va pas directement vers la lumière à corps perdu. Il y a aussi tout un tas de choses à transmuter avec cette sagesse encore du serpent. Et donc, avec des déesses comme Hécate, on va transmuter à fond. On va vraiment d'abord retirer tout ce qui nous ternit, en fait, tout ce qui nous empêche de faire ce pont euh, de Oui, façon satisfaisante. ouais. Mais c'est vrai que, bon, tu parlais de lignée, mais c'est vrai que si on reconsidère la question, on se rend compte que les déesses parmi les plus importantes voilà, des grandes cultures, en fait, des grandes civilisations qui nous ont modelés dans notre psyché, que ce soit Isis, qui est souvent aussi associée au serpent, que ce soit Lilith, que ce soit Ishtar, moi que je connais plus que Inanna, même si elles sont très, très, très proches. Une autre déesse que j'ai découvert aussi, qui est la déesse Kadesh, qui est une déesse cananéenne qui a été absorbée par les Égyptiens et qui a des attributs à la fois d'Ishtar, de Lilith, enfin c'est une espèce de melting pot. Et ce serpent que tu as aussi. Bon, mais tu vois, c'est des trucs, c'est pas des hasards, mais Ouais. ce serpent, moi, c'est un archétype qui est venu, mais voilà, dès le premier instant où j'ai commencé à me reconnecter à ça et encore plus fortement ces 2 dernières années, euh, c'est devenu vraiment, tu parles de l'hécate qui est une ouvreuse de porte alchimique, etc. Mais pour moi, le serpent, c'est devenu vraiment un guide alchimique, quelque chose qui m'a montré le chemin de cette sublimation entre ce qui est profondément chtonien, ce qui est profondément instinctif, qui relève de la sombritude, voilà, qui est à l'intérieur de nous et qui nous demande de plonger vraiment dans des choses et de les transmuter très très profondes. Et en même temps, cette élévation qui ouvre la porte du divin en soi et qui fait voilà, ce pont entre les deux. Donc, c'est vrai que c'est un archétype, cette prostituée sacrée, qui est... c'est un peu comme une espèce d'hologramme, en fait, qui va être éclaté dans plein de divinités différentes, féminines, et qui va permettre, du coup, à chacune d'entre nous, selon son affinité, selon sa préférence aussi, d'aller picorer voilà, un peu à gauche, à droite, et selon ce qui va se présenter aussi à nous, pour pouvoir cheminer autour de cet archétype-là et le réintégrer. Mais ça demande effectivement un travail sur l'ombre qui ne peut pas être écarté. C'est éminemment lié. C'est même pas nettoyer l'ombre, c'est la transmuter. Ce sont vraiment des archétypes qui sont profondément alchimiques. Et même l'ombre. Alors attends, parce qu'il y a un mec qui fait des travaux, ça m'embête. Je ferme ma fenêtre. Vas-y. Hop là. Donc, même l'ombre, tu sais, il y a cette posture aussi d'avoir très peur de l'ombre et de vouloir s'en débarrasser intégralement. Donc, Bon, il ça, y a ces deux postures. c'est très New Age. Ça, on a C'est été. ça. Ça, c'est une distorsion dans le milieu du développement personnel et spirituel qui est une vraie calamité parce que sinon, je ne veux être que lumière, paillettes, C'est ça. bisounours et licornes. Et ça, Donc, voilà, c'est pas possible. soit tu mets ça sous le tapis, tu sais, soit tu te dis, bon, bah, je vais me dire que grâce à ma lumière, j'écarte toute ombre et de toute façon, ça ne me touche pas du tout. Et en fait, il n'y a pas plus chargé d'ombre que ce type de discours, en fait. Exactement. C'est crasseux d'ombre, en fait, ce type de posture. Et en fait, l'ombre, quand on transmute l'ombre, euh, on l'intègre. Je parlerai
de deux figures pour illustrer ça, c'est Athéna et Méduse. Méduse, avec ses serpents sur la tête, qui était une prêtresse d'Athéna, qui était extrêmement belle, et donc moi que je rattache à la prostituée sacrée, Oui. a suscité le désir de façon incontrôlable chez Poséidon, qui l'a violée dans le temple d'Athéna. Moi, ce que j'en comprends, c'est que Méduse est Athéna. Elle est une part d'elle, une C'est part, son ombre. exactement, une part d'ombre et une part très liée au corps, qui suscite le désir, sachant qu'Athéna, c'est une déesse qu'on voit comme une déesse vierge, une déesse intouchable, toujours armée, casquée. Pour moi, Méduse, c'est Athéna à poil qui Se sent lâche, le quoi. sexe. C'est ça, qui fait du striptease sur la scène du cabaret. Voilà, c'est ça. Voilà, donc forcément, ça attire des attentions. Et donc, pour moi, quand Athéna punit Méduse pour son viol, enfin, c'est déjà complètement incohérent qu'elle Ah. punisse la victime plutôt que celui qui a perpétré. Enfin, bon. Ça nous rappellerait pas des trucs, ça? Ouais, c'est pas un peu la société dans laquelle on vit. C'est bizarre, ça. T'avais qu'à pas mettre une mini-jupe aussi. Ouais, non, mais à quelle heure t'étais dehors déjà? Voilà, c'est ça. Avec tes serpents sur la tête. Exactement. Donc pour moi, c'est Athéna qui s'auto-flagelle en fait. Quand elle punit Méduse et qu'elle la transforme en monstre, c'est elle qui s'auto-flagelle. Et quand elle va envoyer Persée pour tuer Méduse, et ensuite elle porte sur son bouclier la tête de Méduse, c'est quand elle intègre son ombre. En fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de séparation. Voilà, il n'y a pas de séparation. C'est ça. Et moi, je dis toujours que l'ombre, c'est simplement de la lumière qui s'ignore. Donc, à partir du moment où on va ouvrir la porte à l'ombre et qu'on va accepter de la regarder, de la prendre en considération et de voir surtout, en fait, le réservoir de puissance endormie qu'il y a dans cette ombre. Parce qu'une fois qu'on veut bien lui ouvrir la porte, en fait, on récupère une charge énergétique énorme. Et donc, alors, je voyais passer une question où on nous demandait comment est-ce qu'on va transmuter l'ombre. Et bien, c'est simplement ça, c'est en allant chercher au travers de ce qui nous fait peur, au travers du truc qu'on n'a pas envie d'aller regarder, le diamant brut qui va... Exactement. Et qui va nous permettre de mettre un joyau de plus sur notre couronne. En fait, c'est un peu ce travail-là de porter notre ombre sur notre bouclier, c'est d'aller comprendre profondément ce qui a généré cette ombre et d'en faire tu sais, une sorte de badge de guerrier, quoi. Tiens, t'as vu, je me suis fait ça comme ça. Et du coup, tu vois, ça devient un pouvoir, en fait. Et je me dis toujours, ombre égale opportunité. Et quand tu prends ton ombre et que tu n'es plus dans cette posture de soit je la regarde pas, ou j'en parle pas, ou je me fais plaindre. Oui. Tu sais aussi d'aller faire pleurer dans les chaumières. Oh, il m'est arrivé ça, donc c'est pour ça que j'arrive pas à faire avancer ma vie. Enfin, tu vois, ça aussi, c'est l'ombre non transmutée. Ouais. Alors que quand tu attrapes ton ombre, tu dis, ok, ça me fait peur, ça m'a bloqué, ça, ok, on va se regarder face à face avec ce truc qui m'a emmerdé. Je vais en faire quelque chose, je vais en faire une force. Et en fait, c'est ça, de transmuter. C'est aussi de s'autoriser, avant d'en arriver là, t'arrives pas comme ça du jour au lendemain, c'est de s'autoriser à être en PLS pendant des jours, à avoir la morvonnée. Enfin, ça passe par ça, en fait. Tu vois. J'adore ces images. La morvonnée, la PLS. Oui, mais c'est ça. À chialer sous la couette pendant 3 jours. Ça. À fumer des clopes. Oui, c'est ça. Donc, tu ne deviens pas un warrior, tu ne deviens pas Athéna avec ton truc du jour au lendemain. Il faut passer par là. En fait, il faut s'autoriser à être dans le couloir noir, quoi. De le passer et de pas avoir peur faut pas avoir peur de la mer, faut pas avoir peur du sang, quoi.
faut Oui, avancer dans tout faut ce qui est plonger les douloureux. mains dans le cambouis. Oui, parce qu'on Ouais, nous demande c'est quoi pour vous l'ombre, mais l'ombre, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de de voir et voir. qui nous fait peur, en fait. C'est tout ce qui peut générer des émotions dites négatives comme la peur, la colère, la tristesse, le dégoût. Voilà, c'est toutes ces choses finalement qui nous mettent dans l'inconfort, qui génèrent de la douleur, de la souffrance, et que par un réflexe complètement primitif, enfin archaïque et très humain, on va avoir envie de mettre à distance. Mais en plus, c'est drôle parce que ces émotions-là, on les diabolise, tout comme on diabolise en fait les divinités qui le représentent. Hmm. Et par exemple, moi je suis très proche de la déesse Sekhmet, qui porte Yeah. cette charge de colère et tu sais aussi de punition, quoi. Oui, Et en fait, on a tendance à oublier qu'on a besoin de ça. On ne peut pas vivre dans un monde aseptisé. mais surtout, c'est que c'est irréaliste et puis ça nous met des bâtons dans les roues et on ne se rend pas compte euh, des bienfaits en fait de ces notions-là. Ouais. Et donc, comme on a tout diabolisé, on a énormément diabolisé la sexualité et en même temps, ça nous obsède. Tu sais, Hmm. Bah on oui, est bien comme forcément. ça. Bah oui, comme ça, on Forcément. se sent toujours inadéquat. C'est super. Donc, on va courir après un truc qui est interdit. Donc, comme ça, on va toujours se sentir mal. Et du coup, cet archétype de la prostituée sacrée, bah, c'est un peu ce mélange de tout ça, quoi. L'interdit, le truc dont on doit avoir honte, qui a été diabolisé, qui est porté par des divinités et des archétypes qui sont un peu comme, tu sais, des intouchables, euh, c'est un peu les mauvaises filles, quoi. Euh, celles qu'il faut pas suivre, celles qui vont te conduire à la perdition, tu vois. Exactement. Ouais. Dans Et le trou. du coup, voilà, on a à côté tu sais, le pendant assagi. Donc, on va plus te dire soit comme une Ève ou soit comme une Une mère Marie. Marie. Voilà. Voilà, en fait, on va essayer de te faire ressembler à un archétype qui, alors, soit n'est pas sexualisé du tout, soit s'il est sexualisé, ça n'est que pour ensuite être culpabilisé, parce que Ève, elle est quand même culpabilisable à merci. C'est celle qui prend tout le blâme sur elle et qui ensuite est sous une casquette de purement reproductrice, de celle qui est au service de Adam, celle qui va en fait tout le temps se reconnaître comme en rapport avec l'autre aussi, parce que autant Lilith, c'est celle qui a une vie propre, Qui est souveraine. qui est souveraine par Mm. elle-même, et puis en plus, le moment où ça lui plaît plus, c'est un peu le mood Virginie Despentes, hein, Lilith, c'est je me lève et je me casse, parce que ici, l'ambiance, ça commence à plus me plaire, donc je m'en vais. Mm. Alors que Ève, c'est celle qu'on chasse et qui ensuite sera toujours, tu sais, avec l'autoflagellation. Ah, voilà. Et en fait, on se rend compte à quel point les femmes sont écartelées. Alors ça, c'est un archétype dont je vais pas mal parler dans la formation Union Sacrée. La femme est sans cesse écartelée entre cet archétype de la prostituée et de la vierge. Donc, ce que j'appelle la virgipute. Mais oui, c'est la virgipute. T'as le cul entre deux chaises. Tu sais pas si tu dois être l'une ou l'autre, quand, comment. Alors tu mets ta casquette, un coup t'es la vierge, un coup t'es la pute, mais t'es jamais bien dans aucune des deux. Donc c'est qu'à un moment donné, il va falloir les réconcilier, quoi. Parce que sinon, Bah, c'est l'horreur. c'est ça, et puis c'est un peu, ça me fait penser à la vidéo tu sais, la chaîne YouTube et tout le monde s'en fout, ils avaient fait une vidéo sur la salope, tu sais, et ils disaient, bah la nana qui veut, c'est une salope, et puis la nana qui veut pas, bah, c'est une salope. Aussi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, t'es Au coincé. final, t'as tout faux. T'as tout faux, quoi que tu fasses, c'est de la merde. Voilà, c'est sûr. Mais en fait, derrière ça, qu'est-ce qu'on doit en comprendre? C'est il y a un pouvoir qui est celui de la prostituée sacrée qui est sous clé. Mm. Et on veut surtout pas qu'on y touche, en fait. Et justement, moi, je suis d'avis que à partir du moment où on te dit ne croque pas la pomme ou n'ouvre pas la boîte, il faut le faire. Bien Parce sûr. que c'est ça qui va C'est te... là qu'il y a le trésor caché derrière. Mais oui,
pourquoi on te dit de ne pas faire quelque chose? C'est parce que ça emmerde quelqu'un d'autre qui a un pouvoir sur toi. Bien sûr. Donc, en fait, de se reconnecter à cet archétype de la prostituée sacrée, ça libère un pouvoir à l'intérieur de soi. Et puis, en plus, c'est un pouvoir qui, comme je disais, comme c'est une sublimation, comme c'est quelque chose un peu avec cette image un peu de la danseuse, tu sais, qui danse en hauteur. Alors, on va voir la gogo danseuse, tu sais, la gogo ça. danseuse divine. Avec sa barre métallique, là. Voilà. Avec le serpent autour et tout. Eh bien, elle va, en fait, inspirer ce pouvoir aux autres. Ça fait flipper. Parce que c'est contagieux, en fait, le pouvoir. Le pouvoir sous le prisme de ce féminin divin exalté. Parce que c'est une force de libération. Voilà. Donc, forcément, il ne faudrait peut-être pas trop libérer de monde parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait foutre la merde. Bah oui, après, les gens vont se mettre à réfléchir. Ben oui, donc voilà. Bon, c'est un peu le problème. Alors, moi, j'aimerais bien quand même qu'on reparle. Bon, vite fait, on a parlé un peu de la prédation, de l'inquisiteur, du profanateur, voilà, de toutes ces énergies héritées du patriarcat qui ont quand même bien tenté de mettre tout ça dans une boîte sous clé, comme tu dis, et qui fait que voilà, aujourd'hui, on galère un peu à récupérer cette charge-là. Mais toi, tu as une super clé qui est quand même hyper intéressante que j'aimerais que tu nous parles, c'est ce vampirisme sacré. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, je ne l'ai pas inventé ou je ne suis pas tombée dessus. Tu sais, souvent on me demande quel bouquin je peux trouver sur tel truc. Moi, tous les trucs dont je parle viennent à moi par des visions ou des rêves. Va expliquer ça aux gens. C'est ça. Et oui. Non, mais c'est ça qui est encore plus fort, je trouve. Oui. C'est que c'est pas un savoir. Non, c'est pas une connaissance. Ouais. Voilà, c'est un truc hyper intérieur, intime, ouais. Et c'est là que c'est encore plus fort. En fait, j'ai lu ça nulle part. Alors, on parle de vampirisme énergétique, on parle beaucoup de vampirisme en règle générale. Vampirisme énergétique, ou même on peut parler de vampirisme émotionnel. Moi, j'ai beaucoup parlé de ça dans mon livre avec Aphrodite. Ouais. Et en fait, le vampirisme sacré, la première fois que j'ai touché ce concept-là, c'est Lilith directement qui m'en a parlé, en fait. Et en fait, j'ai commencé à expérimenter ça à un moment où j'ai aussi connecté avec le pendant masculin de Lilith, qui est l'archange Samaël. Et en fait, ensemble, ils m'ont offert un cadeau. Et en fait, tu sais, dans l'oracle de la déesse sombre, il y a une carte qui s'appelle Samaël, mais elle est au féminin. Oui. Et en fait, je travaille avec une entité qu'ils m'ont, j'ai envie de dire, offerte. C'est une sorte de... c'est une démone / ange. Je ne sais pas trop comment la qualifier. C'est une créature hybride, en fait, entre les deux. Avec qui je travaille en vampirisme sacré. Elle a un peu ce côté androgyne, tu sais, entre Lilith et entre Samaël. Et en fait, elle m'a permis de comprendre, en fait, ce qu'était le vampirisme sacré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Lilith m'a dit « vampirisme sacré », j'ai commencé à dire « c'est quoi ça ?» Elle a dit « attends, je t'envoie un truc ». Et donc, je me suis mise à commencer à travailler avec cette entité que j'ai matérialisée en plus dans l'oracle de la déesse sombre. Mais ce qui est cool avec ce type de projet, c'est que tu peux c'est un peu comme si je montrais ma petite culotte, quoi, en vous mettant cette carte. Parce que c'est tellement personnel comme truc. Oui, c'est hyper intime, bien sûr. Ouais. Mais en même temps, c'est pas grave. J'ai ce côté un peu exhibitionniste qui s'assume. Tu vois. Toi, Lyria. Toi, Lyria. Donc, en fait, je me suis mise à expérimenter dans le quotidien, dans des trucs très, très concrets. Et au début, tu fais, tu sais, des petits pas de bébé. Tu prends le métro. Et là, il y a ma petite Samaël qui débarque. Et il y a un côté genre, tu vois ici, les énergies, elles sont nazes, hein. T'as vu, tout le monde fait la gueule, les gens sont pressés et tout. Et ben l'énergie, on va la recycler. On va prendre tout ça. On va tu vois, tout ce que les gens, ils émettent là. Ils émettent toute la merde qu'ils émettent là. Et ben on va le prendre et on va en faire un truc bien. Et j'ai commencé en fait à comprendre avec cet exemple tout bête que tu pouvais prendre n'importe quelle énergie vraiment naze et au lieu de la laisser stagner à un endroit et créer aussi des situations pas terribles,
tu allais la prendre et en faire quelque chose de puissant, en fait. Et en fait, le vampirisme sacré, c'est une gestion, on va dire, experte de l'énergie. Et tu peux aller prendre le truc le plus naze, le plus bas, tu sais, tout ce qu'on appelle les énergies du bas astral, enfin ce que les gens catégorisent comme les énergies du bas astral. Tu peux aller dans le truc le plus naze du monde. Tu peux aller face à, et donc on en vient là, tu peux aller face au prédateur le plus dangereux énergétiquement parlant. Et tu seras préparé quoi qu'il arrive. Et en fait, la vampire sacrée, elle va pouvoir en fait se faire le cuir face à tout type de situation négative et tout type de situation dangereuse ou même qui l'aura beaucoup blessé. Elle va en faire un pouvoir, c'est-à-dire que tout va être décuplé. À partir du moment où une expérience te blesse, tu vas en faire une arme augmentée, en fait, pour non pas être une arme de vengeance, c'est-à-dire que Lilith, elle m'a aussi appris qu'on choisit ses combats. Tu restes toujours dans une boucle si tu es que face à ton agresseur. Tu sais, admettons, une situation d'agression, de prédation. Quelqu'un te cause du tort. Si tu utilises ce pouvoir-là pour directement le renvoyer à l'envoyeur, tu restes dans une boucle. Tu sors pas de la boucle. Alors que si tu ramasses l'arme, que tu l'augmentes et que tu défonces le reste du chemin derrière toi, le truc que l'agresseur veut surtout pas que tu atteignes, là, tu as tout compris en fait. Exactement. Et le vampirisme sacré, c'est ça en fait. C'est une gestion experte de l'énergie. Tu récupères l'énergie merdique. Tu récupères la merde. Tu récupères la merde, t'en fais de l'or. Tu récupères la blessure, le truc qui t'a à un moment donné dévasté et t'en fais un tremplin de fou pour aller défoncer le truc derrière, quoi, qui va t'ouvrir toutes les portes et faire de toi, en fait, une véritable arme de transformation. Tu deviens toi-même une arme, en fait. Exactement. Et il n'y a pas de... Alors, dans ce cheminement-là, il n'y a pas de notion de bien et de mal au sens, on va dire, caricatural. Parce que bien sûr, tu t'attaques à des gens. Mais tu t'attaques pas à des gens comme un prédateur gratuit, tu sais, qui... Exactement. Et tu t'attaques pas à des gens pour le plaisir de les détruire ou de leur faire du mal. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est plus une notion de justesse et d'équilibre. La maths. Tout ce qui menace justement la maths, tu vas pouvoir l'attaquer. Et en fait, c'est une sorte de... Moi, j'appelle ça une sorte de ménage, tu sais, cosmique, en fait. C'est-à-dire que, tu sais, les gens, ils ont souvent des réactions quand on... Surtout moi, je me considère comme une sorcière main gauche. Donc, je suis plutôt dans une voie plutôt à tendance sombre. Et je n'ai pas donc ce côté, tu sais, je crois pas en la loi du triple retour. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. Je pense pas qu'on mérite les choses qui nous arrivent nécessairement. Il n'y a pas cette idée de punition, de... Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Pour moi, il peut nous arriver des choses atroces dès l'enfance. L'enfant, il n'a pas mérité ça. Enfin, tu vois, en fait, tu as choisi une incarnation avec des épreuves à transmuter qui vont faire de toi quelqu'un qui porte une essence et un message pour le monde. Et parfois, tu auras choisi d'en porter beaucoup dans ton dos. Et donc, c'est aussi très lié à ce chemin de vampirisme sacré. Souvent, les personnes qui vont avoir ce genre de truc qui va les appeler, ça va aussi être des gens qui ont eu beaucoup à porter sur leur dos. Parce qu'il faut de la matière. Il faut de la matière pour... Exactement. Pour transmuter, il faut de la materia prima. Exactement. Et donc, si tu restes coincé dans ce truc de ce qui m'arrive, c'est parce que je l'ai mérité ou machin, non. C'est que tu as choisi d'en avoir beaucoup dans ton assiette, là, à transmuter. Tu as une grosse assiette de merde. Et en fait, si tu restes complètement bloqué sur cette assiette-là et que tu vois pas l'arme que tu vas en faire pour ensuite porter un message dans le monde, en fait, tu n'es qu'une victime. Tu es enfermée, tu sais, dans ce truc de la victime. Et c'est ça qui est génial dans cette approche, c'est que pour le coup,
Il n'y a plus de victimes. Non. C'est terminé. On sort complètement de ce paradigme-là. Et ça, c'est une clé, je trouve, qui est hyper, hyper précieuse. Et ça renverse complètement un paradigme voilà, qui nous colle à la peau depuis des siècles et des siècles. Donc ça, c'est une vraie, vraie, vraie révolution. Bon, je vois que dans les commentaires, ça frétille. Hein. Ouais, du coup, on va peut-être regarder. Coucou ma chouchou, j'ai vu Sandra, j'ai vu Iris, j'ai vu passer plein de... Coucou Isis Marilyn. Voilà, je sais que ça va parler beaucoup aussi à mes consoeurs égyptiennes, cette histoire de rétablir la mat avec cette transmutation de l'ombre, parce que c'est vrai que dans la conception égyptienne, la mat, c'est l'ombre et la lumière qui doivent fonctionner. On a besoin l'un de l'autre, donc c'est toujours une question d'équilibre en fait. Et du coup, on est complètement là-dedans avec cette histoire de vampirisme sacré, de recyclage d'énergie, de transmutation. Donc, c'est vraiment une clé alchimique de ouf. Et alors, moi, ce que j'aimerais te demander, Iria, est-ce que tu penses que tu vas transmettre concrètement là-dessus? Parce que je pense que tu ne mesures pas à quel point là, on t'attend là-dessus. C'est évident. Mais c'est drôle parce que ça fait plusieurs années en fait que ce truc, tu sais, il est là. Et puis je commence un peu à en parler un peu, tu sais, de temps en temps. C'est comme si je montrais des petites bribes. Et à chaque fois, il y a des gens qui sont là genre « Ah ouais? Ah, c'est quoi ça? Et c'est comme si je rabattais le truc sur moi, genre « Non, je suis pas prête. » Je te montre un peu ma culotte, mais pas trop. Mais non, mais je suis pas prête à me mettre toute nue. On était en train de dire que tu te sentais de plus en plus quand même appelée à transmettre clairement là-dessus. Et c'est une très, très, très bonne nouvelle parce que je pense que là, tu vas permettre à énormément de femmes de passer un cap énorme. Moi, je sais que quand on a parlé de ça au téléphone, et puis notre connexion à toutes les deux, elle s'est inscrite dans un contexte. Moi, en plus, j'ai mon fils qui me harcèle depuis tout à l'heure, qui veut m'appeler en FaceTime parce qu'il a perdu. Donc, j'arrête pas de voilà, j'arrête pas de lui raccrocher au nez, le pauvre chouchou. Je le rappellerai après, mais voilà. Bon. Donc voilà, c'est vrai que quand tu m'as parlé de ça, c'est arrivé à un moment où voilà, moi je sortais vraiment d'une période très très délicate autour de ces histoires de prédation, voilà, d'une initiation qui a été très très perturbante et tu m'as donné des clés incroyables là-dessus. Ça a été le point final d'un truc qui m'a tellement libérée que je me suis dit non mais là faut sortir du placard quoi, c'est pas possible. Mais là je sens que ça pousse aussi par ton intermédiaire. Tu sais, quelque part il y a aussi souvent quand mes divinités elles sentent que je pousse un peu, tu sais, je tire un peu au cul sur certains trucs, on m'envoie des drôles d'anges et des messagers dans tous les sens. Et là je sens aussi que par ton intermédiaire il y a un côté genre il est temps. Et puis, tu sais, auparavant, quand je parlais de vampirisme sacré, peut-être que ce qui ressortait, c'était plus justement ce truc de prédation, les gens qui veulent savoir, tu sais, mais de façon un peu malsaine, oui. qui ont des a priori qui sont pas du tout justes par rapport à ce que c'est, qui vont avoir une réaction de peur, tu sais, aussi, ah, vampirisme, qu'est-ce que c'est? Tu sais. Et du coup, tu te dis, bon, les gens sont pas prêts. C'est ça. Mais maintenant, je pense qu'on l'est. Ouais, je pense que là, du coup, c'était la première fois aussi que j'avais ce côté genre, ah, mais il y a vraiment une clé derrière ça. Et c'est un truc aussi, tu sais, que me dit beaucoup Ekat, on parlait d'Ekat. Ekat, elle me dit toujours, tu es celle qui ouvre les portes. Comme si c'était quelque chose qui me définissait, en fait, tu sais, aussi dans mon cheminement. Et en fait, c'est aussi une sorte de private joke, tu sais, dans l'invisible. Des fois, tu sais, où je débarque, je suis celle qui ouvre les portes. De quoi? Je sais pas encore, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais le faire. Voilà, et du coup, ce truc du vampirisme sacré, je pense que c'est une grosse, grosse porte. Ouais. Et que, effectivement, ça peut donner des clés, mais genre,
je pense presque de survie en fait, parce que je pense Exactement. Mm. il y a quelque chose de l'ordre de la survie là-dedans en fait. La survie aussi bien énergétique que sur des choses très Émotionnelle concrètes. et même très très concrète dans des Mm, situations, je pense, où voilà, des personnes peuvent se retrouver au quotidien dans des situations comme ça oui, de prédation, de manipulation. Voilà, aujourd'hui, on a vraiment besoin de clés comme ça. mm, Et ce que tu peux amener, euh, c'est fou parce que j'ai l'impression que c'est arrivé après un cheminement tellement, tellement initiatique, tellement profond pour plein de gens aussi, et que là aujourd'hui on puisse parler de ça et que le message puisse être reçu, compris, entendu et que voilà, il y ait des choses qui puissent se mettre en place concrètement. C'est juste génial, mais c'est que les temps sont là, quoi. Je pense Donc, que c'est aussi tu sais, cette espèce de vague qu'il y a eu aussi avec la DS11. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée avec cette énergie sombre qui, auparavant, était perçue comme le mal. Tu sais, il y avait cette espèce d'amalgame. oui, Et en fait, ce que j'apporte avec la DS11, c'est cette fameuse ombre, mais transmutée, qui devient un exactement. pouvoir. Et c'est très pédagogique du coup, parce que ton oracle, déjà, c'est comme si ça avait préparé le terrain Mm, mm. pour qu'on puisse aussi accueillir. Et bon, il y a ton oracle, mais voilà, il y a aussi plein d'autres personnes qui parlent de l'ombre d'une manière évolutive et plus d'une manière diabolisée, manichéenne, etc. Et tout ça, ça a contribué à préparer les mentalités, les esprits à recevoir peut-être un autre message aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Euh, alors, il y a déjà un premier pas, un premier cap qu'on va franchir ensemble parce que depuis qu'on parle toutes les deux, et puis ces derniers jours, moi, je sens vraiment monter quelque chose de très, très fort. Voilà, il y a 3-4 jours, je me suis levée avec cette idée dans la tête en me disant, non, mais c'est ça qu'il faut faire, quoi. Je veux dire, c'est obligé. Donc, ça fait quelques semaines que je communique sur le fait que je prépare une nouvelle formation sur l'union du masculin et du féminin parce que c'est un des enjeux liés autour de cet archétype de la prostituée sacrée qui est majeur en ce moment. Ça, j'en ai parlé aussi dans d'autres lives. La prostituée sacrée, elle va avoir une place prépondérante en tant que clé vraiment évolutive sur ces mécanismes de réunion et de réconciliation intérieure autour du masculin et du féminin. Et j'ai eu envie voilà, de proposer à Iria de me rejoindre sur cette formation et de co-créer avec moi les rituels alchimiques qui vont ponctuer les transmissions que je vais faire autour voilà, de ce cheminement de réconciliation du masculin et du féminin. On s'est vraiment reconnus toutes les deux d'Amam, mais aussi en tant qu'alchimiste, que sœur alchimiste. Et je me suis dit, voilà, une première approche. Et puis j'avais très, très envie d'intégrer tes énergies à cette formation-là. Ça m'est apparu super évident. Donc, on va co-créer ensemble. On a déjà les idées et tout. Et c'est Iria qui va se charger des rituels alchimiques parce qu'elle envoie le pâté de ouf. Et, Ça et va que, décrasser, hein. ah ouais, ça va décrasser. Et je me suis dit, non, voilà, c'est exactement ça qu'il fallait. Donc, ça va déjà, je pense, peut-être apporter déjà des premières clés de transmutation concrètes pour cheminer vers cette réconciliation du masculin et du féminin. Et puis après, peut-être que toi, voilà, de ton côté, ça va te donner l'élan de préparer quelque chose, de transmettre quelque chose autour du vampirisme sacré. Mais Ouais, ça permet de, en fait, tâter aussi ce qui répond de l'autre côté, tu sais.
Tu sais, on a toujours peur d'être trop en avance sur ce que les gens sont capables d'accueillir. Et je pense que là, ça fait un bon pont aussi avec ces énergies-là. Ouais, Ouais, surtout alors, que, en fait, tu vois, la prostituée sacrée, avec, on dirait, peut-être la prostituée sacrée, sa gardienne, sa justicière, ce serait cette vampire sacrée. mm, Euh, le but ultime, c'est ce que tu proposes dans ta formation, c'est cette union, en fait, mm, entre les différents principes. Et c'est pas seulement quelque chose d'extérieur à soi, c'est quelque chose avant tout d'intérieur. d'intérieur, exactement. Et du coup, là, on touche vraiment à presque, je dirais presque le but de l'incarnation, quoi. Le but à la fois de cette prostituée sacrée et le but de l'incarnation qui est ce retour à quelque chose qu'on a connu à un niveau divin, en fait. Oui, Et qu'on travaille à reconquérir sans cesse. En fait, c'est le retour à la maison, quoi. exactement. On travaille à retourner à la maison. C'est cette unité primordiale, mais qui ne sera pas forcément la même que celle du départ, mais qui va être enrichie de toutes ces transmutations, de tout ce chemin de retour qui fait que on va pouvoir. Alors, évidemment, c'est un équilibre subtil qu'on va sans cesse réajuster, qui est hyper délicat et que je ne sais pas si dans cette vie-là, en tout cas, enfin, je parle pour moi, mais moi, je me Mm. doute bien que je n'atteindrai pas cet équilibre ultime-là. Mais en tout cas, on y travaille et plus on avance là-dessus, plus on se rend compte que c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre, plus intérieurement on chemine vers ces épousailles intérieures-là, plus le paradigme amoureux et relationnel change à l'extérieur. Moi, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté ces 18 derniers mois. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre, c'est-à-dire être passé à travers l'œuvre au noir, c'est-à-dire voilà, le divorce intérieur, Mm. constater à quel point voilà, notre masculin et notre féminin intérieur se font la guerre, pour aller vers l'œuvre au blanc qui va être une première phase d'apaisement où on va se repolariser dans sa polarité d'origine et où on va pouvoir recontacter son autonomie, sa souveraineté. Et donc la rencontre va être possible. Elle n'est pas obligatoire parce que chacun est autonome, mais elle est à nouveau possible. Mm. Et puis on va pouvoir cheminer vers l'œuvre au jaune qui est là à travers le retour d'Eros, de la sexualité, avec des clés, d'autres clés que je partagerai, mais là, on va pouvoir vraiment s'acheminer vers les fiançailles. Là, ça y est, là, on se rapproche. Là, la température commence à chauffer un peu. Et pour aller vers l'œuvre rouge, où là, on va vraiment manifester, incarner le dieu et la déesse. Et pouvoir vivre dans la matière, parce que l'œuvre rouge, c'est ça, c'est j'incarne le divin et je suis prêt à recevoir le dieu et la déesse que je suis déjà intérieurement, mais je suis prêt aussi à le rencontrer à l'extérieur. Mm. Donc, cette formation Union Sacrée, ça va vraiment être ça, c'est réconcilier le masculin et le féminin à l'intérieur pour un nouveau paradigme amoureux à l'extérieur. Et au départ, je n'avais pas nécessairement prévu de faire des trucs pratiques. J'avais vraiment envie de transmettre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire et c'était vraiment des transmissions, enfin, ça va être vraiment des transmissions alchimiques et initiatiques avec beaucoup de contenu. Et je m'étais dit, je ferais voilà, de la pratique, entre guillemets, en présentiel parce que ça me semblait, et je le ferai sûrement, ça me semblait vraiment important aussi de rencontrer les gens. Et puis toi, tu es arrivé là en plein milieu où j'étais en mode canalisation de la formation du contenu et tu es arrivé vraiment comme un point d'orgue, un cadeau, une force de libération et tout prend sens et je me dis non, voilà, là, on va quand même pouvoir distiller de l'alchimie, de la transmutation avec du rituel et co-créer toutes les deux quelque chose qui vienne appuyer vraiment dans le corps et dans les énergies ce travail de réunion intérieure. Cracher des clés. Ouais. Donc, je suis hyper contente que tu aies accepté
cette proposition-là et puis que je me réjouis à l'idée de bidouiller toutes les deux. Ah, mais moi aussi, mais tellement. En plus, tu sais, ce truc, tu sais, de cette fibre d'alchimiste qu'on a, toi et moi. En plus, avec cette lignée à laquelle on se sent relié chacune, qui est la même lignée, c'est drôle parce que c'est comme si moi, de mon côté, je suivais un fil et puis quand je me suis rapprochée de toi, tu sais, il y a eu cette espèce de truc de ça y est, c'est là! Ça clignote, bip, bip. Voilà, les sirènes qui commencent à devenir toutes rouges. Et donc, je pense qu'il y a il y a cette alchimie aussi entre ton univers et le mien, même si on a nos différences. C'est ce mariage hyper efficace en fait entre deux essences qui se répondent super bien. Et je pense que ça aussi, c'est intéressant de le considérer dans tout ce qu'on représente à travers ce qu'on véhicule. C'est aussi ces rencontres où on va aller puiser aussi des clés différentes avec une nuance différente, mais qui amènent au même... C'est très complémentaire et qui amène au même endroit. Exactement. C'est comme, tu sais, quand on dit, oui, l'ombre, la lumière et tout, c'est une personne qui va travailler avec l'archange Michael, tu sais, le plus successful. Oui. Et puis, quelqu'un comme moi qui va travailler avec Samael, qui est le méga dark. Le mal-aimé. Je leur dis souvent, mais en fait, vous croyez qu'ils sont l'un contre l'autre, mais ils travaillent de façon différente vers le même but. Oui. Et en fait, c'est ça, je pense, le message clé aussi derrière différentes façons d'incarner une énergie, c'est on va vers le même but, en fait. Et je nous ai vraiment appréhendé, toi et moi, au fil des jours là, et de ces 2, 3 dernières semaines qui viennent de s'écouler, comme vraiment les deux faces d'une même pièce. Ouais. Et je pense que, voilà, du coup, je sens que c'est vraiment hyper juste qu'on fasse alliance de cette manière-là. Il y en aura peut-être d'autres, des alliances, j'en sais rien. Mais en tout cas, celle-là, voilà, elle était évidente, elle était là. Et c'était le cadeau derrière la merde apparente qu'on a remuée toutes les deux. C'était l'opportunité, tu sais, le pétale de rose dans la bouse de vache. C'est ça. Donc c'est génial, c'est vraiment super cool. Bon, je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, en tout cas dans vos commentaires et ça fait hyper plaisir. Donc bon, j'aurai l'occasion de vous reparler concrètement de la formation. De toute façon, je pense que je vais ouvrir les inscriptions le 1er juin et ça démarrera le 8. Donc ça, voilà, ça va pas tarder. Donc je vais revenir vous parler un peu plus en détail de tout ça. Je vous reparlerai voilà, de ce qu'on va co-créer avec Iria au niveau des rituels. Et puis ben, je pense que Iria, elle aura l'occasion après de nous transmettre des choses autour de la vampire sacrée et je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Donc ça, c'est vraiment très cool. Bon, mais écoute, je crois on est pas mal là. On a fait le tour de la question. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, toi, Iria? Pour revenir vraiment à ce qui nous liait ici pour ce live de la prostituée sacrée, comme on a envie de la réhabiliter, et puis c'est aussi quelque chose qu'on porte, enfin, c'est quelque chose qu'on... Tu sais, c'est comme les divinités qui viennent nous trouver, on ne choisit pas, c'est quelque chose qu'on incarne, qu'on passe, qu'on fait passer aux autres. Moi, je pense qu'il y a aussi la charge derrière les mots. Et ce que j'ai envie de lâcher comme ça, c'est de se défaire aussi de la charge qu'il y a derrière les mots et d'avoir une approche vierge, en fait, face aux termes et de les laisser nous toucher dans notre vérité intérieure à nous, c'est-à-dire se dépolluer de la société, de ce qui nous a aussi influencé depuis qu'on est petit, de ce qui nous a construit. Et
de repartir d'une page blanche. Et en fait, c'est aussi une des notions par rapport à la prostituée sacrée, c'est sa pureté. Mm. Et c'est quelque chose aussi qui est très fort quand on travaille avec une divinité comme Lilith, c'est-à-dire que elle peut avoir un côté très sexuel, très Dark. charnel, Ouais. dark. Elle est aussi la succube, donc il y a presque un côté. euh, euh, elle a ce côté très pénétrant, en fait, presque masculin, qui peut faire peur aussi. Mais il y a aussi cette pureté très forte, en fait, qui est une pureté spirituelle qu'on La a occulté, oui. Mm. mais oui, on l'a dilué, on lui a donné un sens complètement détourné aujourd'hui. Et en fait, pour se reconnecter à ces archétypes-là, il faut retrouver aussi cette pureté et ce savoir pur, en fait, se dépolluer de, tu sais, de cette notion de péché, de bien, de pas bien, de culpabilité. La culpabilité, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de culpabilité dernièrement et, et qui ont dit j'ai envie de me débarrasser de la culpabilité. Et je pense que c'est une des clés, c'est déjà pour pouvoir aborder ces concepts-là, c'est de déposer tout ça et de retrouver cette pureté qu'on a tous en nous, de la reconquérir et d'aborder tous ces concepts-là à partir de cette pureté en fait. C'est ça, de cette Et- innocence. Et quand je parlais de retrouver son innocence érotique, Mm, on est complètement là-dedans. Alors, innocence érotique, spirituelle, enfin, mm, mm. quelle qu'elle soit, mais effectivement, de s'autoriser enfin à sortir des conditionnements, des croyances qui nous enferment dans des carcans trop étroits où finalement notre puissance, notre force, voilà, c'est une cage, quoi. On en a souvent parlé, hein, de la cage, mais voilà, il faut vraiment sortir de tout ça en, en déposant, comme tu dis, les fardeaux des sclérosants, voilà, de toutes ces croyances-là voilà, et s'ouvrir avec fraîcheur, innocence à ce que tout ça peut nous amener comme révélation. Bah, en fait, tu sais, c'est un peu ce sentiment aussi qu'on a eu quand on s'est parlé la première fois au téléphone, tu sais. Moi, le mot qui me venait, c'était une espèce de joie qui éclate. Tu sais, comme si Mm. à partir justement de cette innocence, de cette fraîcheur, tu peux toucher à cette joie, en fait, parce que tu as suivi l'élan intérieur, tu as suivi ce qui était ta Dis le vérité. fil. Voilà. Mm. Exactement. Et là, tu peux toucher à cette joie qui explose. Et en fait, à partir du moment où on se reconnecte à ça et où on se dépollue totalement de ce qui a été projeté sur nous, on peut que exalter, tu sais, enfin sublimer, retrouver cette sublimation justement dont je parlais. Et tu sais, on dit souvent danse ta vie, ce genre de truc complètement dans le New Age et tout. Mm. Mais quelque part, la prostituée sacrée, c'est celle qui maîtrise ça au À la top du top, quoi. Ouais, ouais, C'est ouais. vraiment danser votre vie, danser votre sexualité, danser votre essence. En fait, il faut danser la danse divine, quoi. Tu sais, la danseuse cosmique, quoi. Le monde dans le tarot, c'est vraiment... Pour moi, le monde dans le tarot, c'est la prostituée Mais sacrée, quoi. c'est ça, c'est exactement ça. Elle est dans une Ouais. vulve en plus Ouais. magnifique. Donc oui, on y est. On y Ouais. est. Et bah, écoute, j'aurais pas mieux dit pour conclure. Le monde! Le monde, voilà, rien que ça. En tout cas, c'était un vrai bonheur de partager, voilà, de faire ce moment Mm, mm. de transmission avec toi et d'écouter ton parcours et tout ce que, voilà, toutes ces clés aussi là, que tu t'apprêtes à nous transmettre. Ça va être vraiment, je crois, très libérateur pour beaucoup de monde. Mm, mm. Donc ça, c'est cool. Et ben merci aussi à toutes les personnes qui étaient là. J'ai vu passer pas mal de commentaires, peut-être des questions Oui, auxquelles on oui. n'a pas répondu. Je suis désolée, mais c'est vrai que c'était tellement riche et on pourrait faire 50 lives. Ouais. Mais voilà, en tout Ouais. cas,
c'était un super moment. Ouais, merci à toi, Hélène. Merci pour tu sais, cet espace en fait que tu offres. Et je pense que c'est très lié aussi à l'énergie de Marie-Madeleine. Moi, je la vois comme celle qui, c'est la coupe, hein, celle qui accueille et puis Ouais. c'est celle qui pour moi aussi raccompagne à la maison. Donc il y a aussi cette notion d'accueillir tout type de voyageurs et puis de le raccompagner vers ce même but. Et Mm. du coup, je pense que tu incarnes à merveille cet archétype-là. C'est gentil. Et d'ailleurs, j'ai tiré la carte de la sage-femme de Marie-Madeleine dans l'oracle de la déesse Ombre aujourd'hui, donc on est à fond dans les clous. Ben, je crois que oui, ça pouvait pas mieux tomber. Hein. Quand tu m'as dit que tu avais tiré cette carte juste avant qu'on se connecte, je me suis dit, bon, ben, ça va, on est bien. Voilà, On est bien. on est bien, On est bien, juste. on est bien. Et donc, je pense que tous les messages, en fait, passent bien à travers ce réceptacle, quoi. Mm. Tout est bien au bon endroit et vers la bonne destination. Je n'en doute pas que les messages auront été reçus à qui de droit et voilà, chacun aura reçu ce qu'il avait à recevoir. C'est parfait. Ouais. Bon, ben écoute, ben on va peut-être clôturer là. Je vais voir si celui-là, je peux le mettre sur IGTV. Le premier live, j'ai peur qu'il se soit perdu dans les limbes parce qu'il ne m'a pas prévenu que c'était la fin. Donc, je vais voir si je peux le récupérer ou pas. En tout cas, merci à tout le monde pour votre présence. Donc, je mets les deux lives en replay au moins. Et puis, si je ne peux pas mettre sur YouTube, ben voilà, je suis désolée d'avance. En tout cas, un gros bisou, Iria. À très très vite, de toute façon. Oui, de toute façon, c'est obligé. Voilà. Et puis, belle soirée à tout le monde. On vous embrasse bien fort. Et puis, bah, à tout bientôt pour d'autres partages de toute façon. Voilà. Non, mais Bisous, bisous. ma belle. Bye bye. Bonne soirée à Bye tous. bye.